Bonjour! On continue dans nos questions de chimie. Et ouais, il faut s'avancer. On va parler plus précisément des atomes, leurs éléments dans le tableau périodique. Donc, au milieu du 19e siècle, on connaissait environ 65 éléments. Et qu'est-ce que les chimistes avaient fait avec ces éléments-là? Ils les avaient étudiés de façon approfondie. Ils avaient fait des tests. Ils avaient accumulé des renseignements, de l'information sur la façon qu'ils réagissent, leur masse de leurs atomes, etc. Et évidemment, les scientifiques, on observe, on aime de trouver les similarités, les différences. Donc, ils ont commencé à voir... Ah, regardons ça. Ces éléments-là ont des propriétés similaires. Ils ont les mêmes comportements. Donc, ils ont commencé à observer des tendances similaires. Et à cause de ça, ils les ont nommés dans des groupes. Alors, on a les métaux alcalins, les métaux alcalino-terreux, les halogènes et les gaz rares. Ça, c'est des exemples de groupes d'éléments que les scientifiques ont trouvé qui réagissaient tous de la même façon. Donc, en regardant sur le tableau périodique, comment sont classés tous les éléments? Bien, ils les ont classés en fonction du numéro atomique. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, et ça continue avec notre tableau périodique. Bien, en les classifiant comme ça, ils ont quand même réussi à les mettre de façon à ce que certains éléments gardent les mêmes propriétés dans une colonne. Et ça, c'est la même question. Quel autre groupe d'éléments possédait des tendances similaires avec les mêmes comportements? On vient de les voir. Donc, qu'est-ce qui fait que ces constatations-là des ressemblances a incité les chimistes à faire quoi? Bien, ça a invité les chimistes à chercher la propriété fondamentale qui pourrait nous aider à classer tous ces éléments-là. Alors, qui fut le premier à trouver une façon de classer les éléments? C'est Dimitri Mendeleïev. Lui, en observant les éléments, M. Dimitri, il a décidé qu'il allait les classer par ordre croissant de leur masse atomique. Et qu'est-ce que ça a obtenu? Ça a obtenu que les éléments qui avaient des propriétés semblables se retrouvaient dans la même colonne. Mais quelle belle adonnance! Et pourquoi appelle-t-on ce tableau le tableau périodique? Parce qu'à cause de son agencement, on voyait les tendances qui se répétaient dans les propriétés. Puis une tendance qui se répète, on appelle ça souvent quelque chose qui est périodique, c'est quelque chose qui revient. Alors c'est de là qu'est venu le nom tableau périodique. Donc, le tableau périodique moderne qu'on utilise aujourd'hui, c'est une version qui a été évidemment modifiée de la première classification qui a été proposée par Mendeleïev. Donc, les éléments maintenant sont classés en fonction du numéro atomique qui, si tu te rappelles bien, c'est le nombre de protons qui nous donne par conséquent le nombre d'électrons si l'atome est neutre. Et que dit la loi périodique? Selon la loi périodique, les propriétés chimiques et physiques des éléments se répètent de façon régulière et périodique lorsque les éléments sont ordonnés d'après leur numéro. Donc, tout ça venait bien faire comprendre les propriétés. Et puis, ça a comme juste bien à donner que tout est tombé en place. Donc, tu peux aller voir la page 41 pour bien connaître le tableau périodique. Et là, je m'avais dit que je voulais insérer une photo ici et j'ai oublié. Donc, je l'ai devant moi. Donc, si tu regardes à la page 41 de ton manuel, puis vous avez tous eu cette feuille-là, tu peux voir certains éléments importants. Par exemple, premier élément, tu vois que chaque élément se trouve dans une case séparée. Il y a un numéro atomique, puis ça donne le proton. Dans certains tableaux périodiques, il peut y avoir plus d'informations que ça. Dans le tableau que tu vois à la page 41, on donne le numéro atomique et on donne le nombre de masses. OK? Ceci, ça nous donne les protons et les neutrons. Et ceci, ça nous donne les protons et les électrons si l'atome est neutre. Mais dans d'autres tableaux périodiques, il y a plein d'autres informations qui peuvent se retrouver. Tu peux remarquer dans ton tableau périodique qu'il y a 7 périodes, alors 7 lignes horizontales, et il y a 18 groupes qui sont les 18 colonnes.
Les groupes sont numérotés suivant 2 systèmes. Donc, avant, on séparait les 18 colonnes en groupes A et B, qui étaient les éléments représentatifs puis les éléments de transition. Mais maintenant, le système actuel, on a changé ça. On les numérote seulement du numéro 1 à 18. Donc, il n'y a plus d'éléments représentatifs et éléments de transition, comme je vous disais. Dans la section centrale, donc les vieux éléments de transition, donc dans les groupes 3 à 12, on s'aperçoit qu'on a 2 séries horizontales d'éléments, les lanthanines et les actinides, qui sont placés en dessous du tableau périodique. Mais il faut bien comprendre qu'ils se trouvent toutes entre les éléments du groupe 3 et ceux du groupe 4 dans le tableau. On peut voir aussi qu'il y a une grosse ligne noire qui est tracée un peu plus fort entre certaines cases dans la partie un peu plus... je vais essayer de faire le dessin, là. Ça, c'est les 2 lignes de lanthanine puis actinide. Mais ici, on peut voir l'escalier, une ligne noire plus foncée. Cette ligne-là va séparer les 3 grandes classes. Donc, on a les métaux, qui sont cette partie ici, les non-métaux, qui sont cette partie ici, puis on a nos métalloïdes, qui sont dans le milieu de l'escalier ici, chaque côté. Donc, allez voir la figure de la page 2.7, la page 42, ça va vous donner plus d'informations. Ensuite de ça, dans mon groupe 1, c'est les métaux alcalins. Les métaux alcalins, si on dit spécial, ils ont tous un électron de valence sur leur dernière couche et ils réagissent fortement avec l'eau. OK? Donc, ça va faire de la fumée, puis ça peut même prendre en feu. C'est quand même assez intéressant. Les éléments du groupe 2 ici sont les métaux alcalino-terreux. Eux autres vont réagir fortement avec l'oxygène pour former des oxydes. Pourquoi? Parce qu'eux ont 2 électrons de valence sur leur couche de valence. Et l'oxygène, ce qui est intéressant, lui, c'est qu'il y a 6 électrons. Il lui en manque 2 des électrons. Fait que c'est pour ça qu'il réagit fortement avec les alcalino-terreux. Le groupe 17... qui est juste avant ici, là, juste là. Ce sont nos halogènes. Ils se combinent souvent avec d'autres éléments pour former des sels. Vous allez voir ça un petit peu plus tard. Et finalement, on a notre dernier groupe, le groupe 18, qu'on appelle les gaz rares, les gaz nobles ou aussi les gaz inertes, dépendant quel manuel tu fais référence à. Puis ces gaz-là ne se combinent pas naturellement à d'autres éléments parce qu'ils ont 8 électrons de valence sur leur dernière couche. Ils sont stables, ils sont bien heureux. Tu peux aller essayer ton exercice ici. Bon. Comment peut-on expliquer que le nombre d'éléments est différent d'une période à l'autre? Donc, le nombre d'éléments est différent d'une période à l'autre à cause du nombre et de l'agencement des électrons. Okay, so vous pouvez voir que le tableau périodique, c'est pas juste un rectangle parfait comme ça. Ici, il y a ceci qui vient ici. Puis là, ici, ça monte de 2 lignes. Ici aussi, c'est 2 lignes. OK? Mais pourquoi c'est classifié comme ça? C'est à cause des électrons. À quoi ressemblent les régions autour du noyau où les électrons se déplacent? Donc, il y a 3 endroits ou 3 dimensions où se ressemblent les électrons. OK? De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de régions où s'effectue le mouvement des électrons? Ça va être des volumes d'espace dans lesquels on peut observer des électrons, puis on va appeler ça des orbitales. Des régions orbitales. Comment se nomme l'endroit où les électrons circulent? Ben, on a les niveaux d'énergie. Donc, on a vu plus tôt que j'ai mon proton. Ensuite, j'ai 7 niveaux d'énergie. Et les 7 niveaux d'énergie correspondent tous à une période sur le tableau périodique. 7 périodes, 7 niveaux d'énergie. À quel endroit est-ce que l'électron a le moins d'énergie? Donc, l'électron qui se déplace dans une énergie inférieure, proche du noyau, il y a moins d'énergie que si dans un niveau d'énergie plus élevé. Donc, plus proche que tu es du noyau, moins que tu as de l'énergie.
Combien d'électrons maximum peut-on retrouver au premier niveau d'énergie? Donc, tu as ton proton. Sur le premier niveau d'énergie, tu peux seulement trouver 2 électrons. OK? Il ne peut jamais avoir plus que 2 électrons sur la première couche. Combien d'électrons peut-on trouver sur le deuxième niveau d'énergie? Donc, on a le premier niveau, on peut avoir 2 électrons. Et sur le deuxième niveau d'énergie, on peut avoir 8 électrons. À quoi sont reliées les tendances périodiques ou l'ensemble des propriétés qui se répètent? Donc, les tendances périodiques, la façon que les éléments sont dans le tableau périodique, leurs propriétés, leurs tendances, c'est tout relié à la façon dont les électrons occupent et remplissent les niveaux d'énergie. On a vu plus tôt que c'est les électrons qui décident comment l'atome réagit avec les autres atomes. Donc, en regardant où sont les électrons, sur quelle couche, dans quelle orbitale, ça nous dit comment l'atome va réagir avec les autres et comment il va réagir. Bon. Quand on fait la configuration électronique, il faut utiliser le livre Liaison, page 119. Et ça, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Alors, sur ce, vous pouvez aller travailler sur l'exercice qu'on a vu juste un peu plus tôt, puis on va continuer ceci dans une autre vidéo. Bon travail!